Nous débutons les choses sérieuses avec la présentation des sources qui touchent aux législatives de 2024. Nous allons essayer d'envisager leurs usages selon les échelles. Petite précision très rapide, il m'arrivera parfois de remettre en perspective historique certaines informations pour les données anciennes, voir quels problèmes elles posaient, comment peut-être les redresser, mais c'est interminable. Il faut bien garder présent à l'esprit que pour les législatives 2024, pour le deuxième tour, compte tenu du nombre de circonscriptions qui ont été pourvues au premier, j'ajoute les résultats de ces circonscriptions pourvues au premier tour sur le deuxième tour afin de visualiser de la manière la plus exacte possible quels sont les électorats réels en présence. Je n'ai pas procédé de la sorte pour les législatives 2022 car il y a eu déjà très peu de circonscriptions pourvues dès le premier tour et cela ne représente que 0,76% des inscrits. Si j'en reviens aux sources sur les législatives de 2024, la question qui se pose est celle de la qualité de ces sources. La première qualité est qu'elles sont disponibles très tôt, dès le jeudi qui suit l'élection, et j'ai collecté par priorité les données par bureau de vote, car ce sont bien sûr les plus précises d'entre toutes. D'abord pour le premier tour, ensuite pour le second tour. L'un des problèmes qui se pose, c'est qu'il y a régulièrement plusieurs candidats sur une même étiquette. Or, les résultats que je propose correspondent aux étiquettes politiques et pas à chaque candidat. Cela est donc susceptible de fausser les données que je restitue. Néanmoins, comme nous pouvons constater sur la partie droite du graphique, ces candidatures multiples sous une même étiquette concernent assez peu d'électeurs, qu'il n'y ait qu'un deuxième candidat ou un deuxième, un troisième, un quatrième candidat sous une même étiquette. Le principal problème qui se pose concerne les régionalistes et les divers. Nous atteignons un petit peu plus de 8% de l'électorat régionaliste et divers pour le premier tour, les circonscriptions en ballottage. Autrement dit, les résultats que je communique en fonction des étiquettes sont assez fidèles aux réalités électorales vécues par les candidats qui se sont présentés. Si l'on inventorie les anomalies que peuvent présenter les sources, je viens d'en évoquer une. Pour ce qui concerne les correspondances d'inscription administrative des bureaux de vote entre le premier et le deuxième tour, globalement, ça n'a pas posé de problème à l'échelle de la législative et l'usage de lettres a été facilement rectifié. Quant aux bureaux de circonscription pourvus au premier tour, ça a nécessité quelques manipulations sur lesquelles je passe. J'ai ensuite collecté les données par commune. Alors pourquoi par commune? En l'occurrence, Julia Cagé et Thomas Piketty ont réalisé une œuvre monumentale qui emploie des graphiques qui m'ont beaucoup inspiré parce qu'ils permettent de ne pas se limiter aux candidats arrivés en tête dans un territoire, mais de mieux discerner ce qui se passe en profondeur. Malgré tout, je me suis penché sur ces données électorales proposées par les deux auteurs pour mesurer l'impact de l'usage des pourcentages exprimés. Je crains que le fait d'avoir utilisé cet outil d'observation n'ait faussé beaucoup de conclusions. J'ai ainsi collecté les données par commune pour le premier tour d'abord et avant tout, mais aussi pour le deuxième tour. Mais en fait, ces données-là n'ont pas été exploitées car les données communales ont vraiment été utilisées pour analyser le corps électoral dans ses profondeurs, dans certaines subtilités. Et au deuxième tour, il y a tellement d'éléments institutionnels qui faussent l'expression du vote, du moins non pas dans un sens illégal, irrégulier, mais dans un sens social. Précision complémentaire, avec les données par commune, je n'étudie que la métropole. En effet, les communes d'outre-mer présentent des caractéristiques très fortes qui ne touchent pas seulement à la participation, mais aussi à leur organisation territoriale, au rapport entre centre-ville et périphérie. De ce fait, utiliser les communes ultramarines dans des séries nationales me semblait finalement apporter une certaine incohérence aux conclusions. Désolé pour les ultramarins, mais je me concentrerai sur la métropole avec ces séries de données communales. Les grandes villes ont posé quelques problèmes, alors des grandes villes comme Paris, Lyon, mais aussi d'autres moins peuplées. Pourquoi? L'exemple de Paris permet de le voir de manière assez nette. Nous avons eu jusqu'à 204 candidatures pour une même commune, ce qui est assez énorme, et bien évidemment, lorsqu'il faut appliquer des formules à cela, eh bien ça pose tout simplement des problèmes de présentation. De plus, toutes sortes d'informations sont communiquées dans ces séries de données qui ne me sont pas forcément utiles et que j'ai supprimées. Cela a donné des simplifications à l'aide d'un outil de ce genre assez imbuvable, mais passons sur
ces détails. Concernant Paris, une fois les résultats simplifiés pour finalement pouvoir appliquer aux séries communales les formules élaborées avec les bureaux de vote, je trouve deux exprimés qui posent problème. Bon, ça c'est anecdotique, mais je le signale tant que nous sommes sur cette page. Et si l'on observe avec un petit peu d'attention ce qui concerne l'Union de la gauche, il y avait 18 candidats à Paris pour l'Union de la gauche, 9 ont été élus. J'en profite pour donner les communes où il y a eu plusieurs élus dès le premier tour, problème qui ne se pose pas bien évidemment lorsqu'on analyse les données à l'échelle du bureau de vote ou à l'échelle de la circonscription électorale. Les données départementales ont été collectées tout simplement pour pouvoir réaliser des cartes, comme vous pouvez le voir ici. Entre les européennes et les législatives 3 semaines plus tard, pratiquement 128 000 inscrits ont disparu. Cela représente uniquement 0,26% du total d'inscrits. Il n'y a pas de quoi fausser une élection, moins encore de quoi gagner ou perdre l'élection avec aussi peu de personnes. Néanmoins, toutes ces radiations interrogent sur les consignes qui ont pu être données aux administrations pour avoir des listes électorales révisées entre les deux élections de manière scrupuleuse. En métropole, la Haute-Loire se démarque nettement avec des gains d'inscrits, ce qui est assez exceptionnel. Les électeurs se sont-ils inscrits à la faveur du retour sur le plan national de Laurent Wauquiez? C'est une question qui reste en suspens. Par ailleurs, nous pouvons constater que la région Bretagne, connue pour tenir de manière scrupuleuse les listes électorales, avec un taux d'inscription des adultes maximal en France, n'a guère modifié ces listes entre les deux élections. En revanche, les Français établis à l'étranger ont un score assez aberrant de presque 4% du corps électoral en plus en 3 semaines. Peut-être cela s'explique-t-il par l'enjeu tout simplement de ces législatives, l'importance que ces Français leur ont accordé. Il faut tout de même aussi savoir que ces listes des Français établis à l'étranger permettent toutes sortes de manipulations, parfois un petit peu étranges, et qui sont nettement moins scrupuleusement observées que les listes métropolitaines. Autre caractéristique fondamentale des législatives de 2024, c'est que l'électorat est plus urbain qu'en 2022. Nous reconnaissons d'abord et avant tout sans peine la grande couronne parisienne. La Seine-Saint-Denis en petite couronne a gagné également beaucoup d'électeurs, mais ce n'est pas le cas de Paris. Nous retrouvons également l'axe qui va de Lyon à Annemasse et Thonon, Évian, ainsi de suite, les bords du lac Léman, donc du Rhône à la Haute-Savoie. Nous retrouvons les départements de Marseille, Montpellier, Perpignan, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes ou encore Strasbourg avec le Bas-Rhin. Tous ces départements à dominante urbaine ont globalement gagné beaucoup d'électeurs en 2 ans, ce qui change bien évidemment les équilibres. En Outre-mer, ce n'est pas tant la problématique entre urbains et ruraux qui se présente, car les taux d'urbanisation sont colossaux généralement. En revanche, nous pouvons voir que plusieurs territoires d'outre-mer ont gagné énormément d'électeurs, 5%, 3%, et un territoire en a perdu, en l'occurrence un peu plus de 5, c'est Wallis et Futuna, mais sur une base électorale très restreinte. Le corps électoral de Wallis et Futuna avoisine les 10 000 personnes, au moins vu la tendance baissière que nous constatons. Les Français établis à l'étranger, là aussi, en simplement 2 ans, ont gagné plus de 8% de leur corps électoral, lequel enregistrait déjà une hausse considérable entre 2017 et 2022. Les législatives sont également un point d'observation privilégié pour les votes régionalistes. Ce ne sont pas les votes qui vont nous intéresser le plus dans l'étude menée ici, mais comme nous pouvons le constater au premier coup d'œil, la Corse est bien représentée dans ces votes-là, un petit peu les Hautes-Pyrénées ou encore le Morbihan. Pour l'outre-mer, la tendance en revanche est autrement plus forte. Sans surprise, la Nouvelle-Calédonie culmine avec un quart des suffrages tournés vers des candidats régionalistes. Donc ces problématiques régionalistes préoccupent une partie de l'électorat français et plus spécifiquement ultramarin. Mais comme je le précisais, ce n'est pas ici un axe d'étude privilégié. Enfin, puisqu'il est question de critique de source concernant ces données communales, quelques incohérences ont été relevées à l'échelle des déciles. L'une d'entre elles avait été observée très tôt, c'est 496 inscrits surnuméraires, et j'ai réalisé tardivement que c'était lié tout simplement à une
faute de frappe dans une formule. Celle-ci a été corrigée depuis. Les graphiques associés l'ont-ils été? Je vous laisserai le deviner. En tout cas, l'erreur induite par cette faute de frappe est dérisoire à hauteur de 0,01% des inscrits du décile. Une fois cette erreur corrigée, cela fait ressortir cependant que dans le 8e décile, il manque en l'occurrence un inscrit, et dans le 10e, il y en a un en plus, les deux s'annulent, c'est pourquoi à l'échelle nationale, cette information disparaît. Alors bien évidemment, si j'étais spécialisé dans les législatives, j'aurais recherché de manière scrupuleuse la commune où ces électeurs sont en plus ou en moins. Je n'ai pas poussé le perfectionnisme jusque-là. Les données par circonscription ont été collectées quant à elles pour tout simplement observer de plus près les conditions d'élection des candidats. Ces séries ont tout de même été vérifiées et la vérification nous apprend que les séries par bureau de vote que j'utilise le plus sont en fait celles qui se démarquent le plus de toutes les autres. Si l'on prend d'abord les données de base de l'élection, les inscrits, les votants, les abstentions, les exprimés, les blancs, les nuls, eh bien, tout simplement, nous avons quelques dizaines d'unités d'écart avec l'ensemble des autres séries, parce que les séries par commune, par département, par circonscription sont donc à l'évidence identiques. Là où c'est un petit peu plus préoccupant, c'est pour les votes exprimés. Nous avons un petit peu plus de 1000 unités d'écart. Je parle d'unités quand je ne sais plus trop s'il s'agit de personnes réelles ou de données comptables mal retranscrites, peu importe. Ici, nous avons bien plus de 1000 unités dans chaque catégorie, alors en moins dans le total des gauches, en plus dans le total des centrées droites, en plus dans le total des extrêmes droites, en moins chez les autres listes, en l'occurrence listes diverses et régionalistes. Et bien évidemment, ces votes exprimés se répercutent là encore aussi bien dans les jeux de données communaux, départementaux ou par circonscription, par opposition aux données par bureau de vote. Nous en restons tout de même à des écarts qui sont équivalents à 1 pour 50 000, à peu près, hein, c'est un ordre de grandeur. Ça ne fausse pas trop, tout de même, les graphiques qui ont été produits. Quelques sources qualitatives ont été consultées en complément, surtout à des fins quantitatives. Donc, par exemple, l'Assemblée nationale donne des informations sur les élus. Est-ce que c'est leur première élection? Est-ce qu'ils gardent leur siège? Est-ce que ce sont d'anciens élus de retour au Palais Bourbon? Et il est possible de traiter de manière quantitative cette information pour en tirer des enseignements. C'est un exemple donc de ces sources qualitatives dont je ne fais pas l'inventaire détaillé. En dernière instance, nous pouvons retenir que ces sources sont de grande qualité et d'ailleurs même nous pouvons nous interroger, est-ce que cette qualité n'est pas finalement une qualité démocratique, car nous sommes en présence de sources tout à la fois exhaustives, précises et en plus en accès libre, ce qui permet à n'importe quel observateur de vérifier tout simplement ce qui concerne la chose publique. Je conclus comme précédemment sur ces personnes qui ont nourri finalement mon travail, l'ont inspiré, alors en partie pour faire la critique de leurs analyses, mais eux réalisent des analyses en temps réel, en direct, avec une préparation nécessairement limitée. Moi, j'ai bénéficié de conditions beaucoup plus confortables. Ils ont beaucoup plus de mérite que moi à cet égard. Merci.